Le guide des égarés de Maïmonide, première partie, chapitre 73, annotation à la 10e proposition. Sache, ô lecteur de ce traité, que si tu es de ceux qui connaissent l'âme et ses facultés, et que tu approfondisses chaque chose dans toute la réalité de son être, tu sauras que l'imagination appartient à la plupart des animaux, que du moins pour ce qui est des animaux parfaits, je veux parler de ceux qui ont un cœur, il est évident qu'ils possèdent tous l'imagination et que ce n'est pas par celle-ci que l'homme se distingue des autres animaux. L'action de l'imagination n'est pas la même que celle de l'intelligence, mais lui est opposée. En effet, l'intelligence analyse les choses composées, en distingue les parties, les abstrait, se les représente dans leur réalité et avec leur cause, et perçoit ainsi dans un seul objet des choses nombreuses, aussi distinctes pour l'intelligence que deux individus humains sont des êtres distincts pour l'imagination. C'est par l'intelligence qu'on distingue ce qui est général de ce qui est individuel, et aucune démonstration ne peut avoir lieu qu'au moyen de ce qui est général. Enfin, c'est par l'intelligence qu'on sait distinguer l'attribut essentiel d'avec l'accidentel. Mais l'imagination ne peut accomplir aucune de ces actions, car elle ne perçoit que l'individuel et le composé dans son ensemble, tel que le perçoivent les sens, ou bien elle compose les choses qui, dans la réalité, sont séparées et qu'elle combine les unes avec les autres, et cet ensemble devient un corps ou une des facultés du corps. Ainsi, par exemple, on peut concevoir dans l'imagination un individu humain, ayant une tête de cheval et des ailes, et d'autres créations semblables. Et c'est là ce qu'on appelle une invention mensongère, car il n'y a absolument aucun être qui lui soit conforme. L'imagination ne peut, dans sa perception, se débarrasser en aucune façon de la matière, quand même elle ferait tous les efforts pour abstraire une forme. C'est pourquoi il ne faut pas avoir égard à l'imagination. Écoute combien à cet égard les sciences mathématiques sont instructives pour nous, et combien sont importantes les propositions que nous y puisons. Sache qu'il y a certaines choses que l'homme, lorsqu'il les considère par son imagination, ne peut nullement se figurer, et qu'au contraire il trouve aussi impossible pour l'imagination que le serait la réunion des contraires. Et cependant, telle chose qu'il est impossible de s'imaginer, on peut établir par la démonstration qu'elle existe et en faire ressortir la réalité. Si par exemple tu t'imagines un grand globe de telle dimension que tu voudras, dusses-tu te l'imaginer aussi grand que le globe de la sphère environnante, qu'ensuite tu t'imagines un axe qui en traverse le centre, et qu'enfin tu te figures deux hommes debout sur les deux extrémités de l'axe, de manière que leurs pieds soient posés dans la direction de l'axe et que celui-ci forme en quelque sorte avec les pieds une seule ligne droite, il faudra nécessairement que cet axe soit parallèle à l'horizon ou ne le soit pas. Or, s'il est parallèle à l'horizon, les deux hommes tomberont, et s'il n'est pas parallèle, l'un d'eux, celui qui est en bas, tombera, et l'autre restera debout. Voilà du moins ce que se figure l'imagination. Or, il est démontré que la Terre est de nature sphérique, et qu'aux deux extrémités de son axe, il y a des pays habités. Chacun des habitants des deux extrémités a sa tête vers le ciel et ses pieds vers ceux de son antipode. Et cependant, il n'est point possible ni imaginable qu'aucun des deux puisse tomber, car ils ne sont pas l'un en haut et l'autre en bas, mais chacun des deux est en haut ou en bas par rapport à l'autre. De même, pour citer un autre exemple, il a été démontré dans le 2e livre des sections coniques qu'il y a deux lignes sortant de certains points et entre lesquelles il y a à leur point de départ une certaine distance qui diminue à mesure qu'elles se prolongent, de sorte qu'elles vont toujours se rapprochant l'une de l'autre sans pouvoir jamais se rencontrer, quand même on les prolongerait à l'infini. Quoique cependant elles se rapprochent de plus en plus en se prolongeant.
Voilà une chose qu'on ne saurait se figurer et que l'imagination ne saurait nullement concevoir. Ces deux lignes sont l'une droite, l'autre courbe, ainsi qu'il est exposé à l'endroit cité. Il est donc démontré qu'il existe des choses qu'on ne peut s'imaginer et qui non seulement ne sauraient être comprises par l'imagination, mais lui paraissent même impossibles. De même, il est démontré d'autre part que certaines choses que l'imagination affirmerait sont en réalité impossibles, comme par exemple que Dieu soit un corps ou une faculté dans un corps, car pour l'imagination, rien n'a de l'existence si ce n'est un corps ou quelque chose dans un corps. Il est donc clair qu'il existe autre chose par quoi on juge le nécessaire, le possible et l'impossible, et que ce n'est pas l'imagination. Et que cette étude est belle et d'un grand profit pour celui qui désire éviter le malheur de se laisser guider par l'imagination. Il ne faut pas croire que les Mutakellimin ne s'aperçoivent de rien de tout cela. Au contraire, ils en ont bien quelques sentiments et le savent si bien qu'ils appellent présomption et chimère ce qui, quoique impossible, est admis par l'imagination, comme par exemple que Dieu soit un corps, et souvent ils disent clairement que ces présomptions sont mensongères. C'est pourquoi ils ont recours aux 9 propositions que nous avons rapportées, afin de pouvoir affirmer cette 10e proposition qui énonce l'admissibilité de toutes les choses imaginables qu'ils voulaient déclarer admissibles. Et cela à la faveur des hypothèses, de la parité des atomes et de la nature égale de tous les accidents, ainsi que nous l'avons exposé. En y réfléchissant bien, on verra que cela peut donner lieu à une discussion difficile. En effet, il y a certaines idées qu'un tel pourra donner pour des conceptions de l'intelligence, tandis qu'un autre soutiendra qu'elles sont du domaine de l'imagination. Et dans ce cas, nous voudrions trouver un critérium pour distinguer les choses intelligibles des conceptions de l'imagination. Or, si le philosophe disait « J'ai pour témoin l'être comme il s'exprime, et c'est par lui que nous examinons le nécessaire, le possible et l'impossible », le théologien lui répondrait « Mais c'est là précisément le point disputable, car moi je soutiens que cet être a été fait par la volonté divine et qu'il n'est pas le résultat de la nécessité, et quoi qu'il soit fait de telle manière, il est admissible qu'il eût pu être fait différemment, à moins que la conception de l'intelligence ne décide qu'il ne saurait être autrement qu'il n'est, ainsi que tu le prétends. » Tel est ce principe d'admissibilité sur lequel je me réserve de revenir dans d'autres endroits de ce traité, et ce n'est pas là une chose qu'on doive se hâter de repousser entièrement et à la légère.